Coisa que não que estou e check, tá bom no lado de ETA ou de ni nada ninguém no pavillon de la culture autochtone et que tu me l'as dénoncé on a me lo mais tu me tu qui donne ou mais ni joinan tu qui donne et que catch le moine hadnelo wilonelo au dehe wilonelo tapel la matigita wilonelo tapetne du chemin Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à la salle Netino Eiton du pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto, qui, souhaitons-le, vous inspirera pendant toute la durée du colloque. Paroles retrouvées, paroles exhumées, voix autochtones dans les écrits de la Nouvelle-France. D'autant plus qu'il faut reconnaître que l'on se retrouve aussi dans le territoire ancestral des Pequawmins-Inuits, que nous remercions chaleureusement de nous accueillir aussi dans leur territoire. Luc, distingués invités, nous connaissons tous l'importance de préserver les faits historiques, les récits et les légendes issues de la tradition orale des peuples autochtones. C'est d'une grande importance pour nous, car ces connaissances vont permettre d'en savoir davantage sur certains aspects de nos traditions et de notre culture qui n'ont pas traversé le temps. Donc, nous croyons que les travaux de cette chaire de recherche sur la parole autochtone va grandement contribuer à la connaissance, à la revitalisation et à la promotion des diverses voix autochtones. Également, je profite de l'occasion pour remercier les partenaires, la Boîte Rouge Vif, l'organisme Mikana, les artistes qui vont se produire dans le cadre de cet événement. Évidemment, je peux en nommer quelques-uns. Marie-André Guil, qui est ici avec nous, Manon Nolin, Marie-Christine Bernard, Nimouk Canapé, Michel Noël, Charles Sagalan, qui vont se produire, je crois, ici à la salle même, Inno Eton, qui veut dire en passant ma culture. Donc, tout ça, la table est mise pour cet événement. En tout cas, je vous souhaite un très bon colloque. J'espère que vous allez vous plaire dans nos murs. Merci. Aussi grand que... Merci. Alors, Koué, nos premiers mots s'adressent aux Inuits pour les remercier de nous accueillir aujourd'hui en plein cœur de leur territoire, au pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto. C'est un geste d'amitié et d'ouverture important que nous apprécions à sa juste valeur et nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance. Chinash Kumitin. Nous espérons mériter votre confiance. Distingués invités, chers collègues, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue au colloque Paroles retrouvées, paroles exhumées, voix autochtones dans les écrits de la Nouvelle-France, que l'on pourrait, à bon droit, qualifier d'international, puisqu'il rassemble des participants venus de France, des États-Unis, de distantes provinces canadiennes et même de Rimouski. Et parfois, c'est plus compliqué pour ceux-là. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous aimerions pouvoir vous dire que ce mot d'ouverture sera très bref. Hélas, non. Ce n'est pas tous les jours que l'on inaugure une chaire de recherche, aussi bien en profiter un peu pour vous la présenter. Alors, avant d'entreprendre un chantier de plusieurs années avec la chaire de recherche sur la parole autochtone, ayant pour objectif d'en déterminer les particularités rhétoriques, linguistiques et historiques, commençons par méditer
un peu, si vous le voulez bien, sur le sens profond d'une citation. Mise en exergue ici en guise de caution éthique et méthodologique, elle est issue de la plume de Peter Cole, membre de la Première Nation Douglas. Alors, vous l'avez dans le petit exemplaire qui vous a été distribué. Please don't take our stories and bury them in your books about us, in your articles, these conference blabble, exhortation, media interviews. How is it you want our stories, Professor X? Is it your and your colleagues' intention to transcribe, deoralize everything about us? How is it you want to reconstruct, remake, represent us? We are not archives. We are not waiting for a museum. I don't care what respectful, inclusive, liberatory research methodology you employ, what kind of interviewing method. My story is not yours. My history is not yours. Your stories about us are housed in libraries, archives, museums, special collections. The majority of it derived from white people in places of power, who pried or cried or lied it out of our communities. My word belonged to the air and to the ancestors, those to come. À travers une charge particulièrement émotive qui participe à la fois du ressentiment pour les exactions du passé et de l'affirmation de soi face aux néocolonisateur que représente le chercheur universitaire, Peter Cole invite à cesser de réifier la culture autochtone, voire carrément à arrêter d'en parler, car on ne saurait le faire sans se l'approprier et la dénaturer. Pour peu que l'on ait fréquenté l'histoire de la Nouvelle-France et réfléchi aux conséquences désastreuses de la colonisation, il est difficile de ne pas lui donner raison. Et la tentation est forte de céder à la conscience coupable et d'interrompre nos travaux dès à présent. Cependant, si l'on s'interroge sur les circonstances de cette supplique, on découvre rapidement que Peter Cole est lui-même un chercheur, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique, ce qui ne remet pas en cause la pertinence de son intervention, bien au contraire, mais sa prise de parole en tant que chercheur, publiée aux presses universitaires de McGill Queen, nous invite à penser qu'une collaboration est encore possible dans la perspective d'un décloisonnement, voire d'une décolonisation de la recherche. Comme toute culture en situation minoritaire, et a fortiori dans un contexte de colonisation, la menace de l'assimilation pèse lourd sur la conscience des peuples autochtones. Un sentiment d'urgence les amène à vouloir protéger et revitaliser leur héritage culturel, à s'engager dans l'action politique ou dans la création pour défendre leurs droits et faire entendre leur voix. Pourtant, la majorité allochtone évolue souvent dans l'ignorance totale, parfois même l'indifférence, face aux difficultés auxquelles sont confrontés leurs concitoyens. Et cela tient en partie à une méconnaissance profonde des réalités autochtones, ainsi qu'à des préjugés découlant d'une formation, disons, partielle et partiale en histoire. Et s'il est bien question des Indiens dans les cours de niveau secondaire, c'est presque toujours du point de vue du colonisateur, et sans tenir compte de la perspective des premiers peuples. Et c'est comme s'ils cessaient d'exister en 1760 avec la conquête de la Nouvelle-France, puisqu'il n'en est plus question par la suite. Il n'est pas nécessaire de réfléchir très longtemps pour aboutir au constat qu'on pourrait faire mieux, et à ce niveau, et ce serait déjà beaucoup. Mais comment favoriser l'essor de cette auto-histoire amérindienne que George Emery Sioui appelait de ses voeux dans un essai publié en 1989. Alors, la première édition s'intitulait « Pour une histoire amérindienne », une auto-histoire amérindienne, et la deuxième, on dirait qu'il a échappé un peu désespoir en cours de route, ça s'intitule « Pour une histoire amérindienne ». Et c'est la réédition simplement. Alors, le projet d'auto-histoire était abandonné en cours de route, semble-t-il. On aimerait le relancer, en quelque sorte. Nous soumettons humblement l'hypothèse qu'il y a moyen de surmonter ensemble l'écueil de l'incommunicabilité et de poser les pierres d'assises d'un tel projet, en s'efforçant de déterminer ce qui, dans nos histoires respectives, relève du factuel, de l'hypothétique ou de l'invention. Nous ne prétendons pas renseigner les Premières Nations sur les usages oratoires de leurs ancêtres, nous cherchons tout juste à comprendre comment nos écrits les ont mis en scène et pourquoi. Il ne s'agit pas de mettre en boîte la parole autochtone pour fin d'archivage ou pour l'exposer dans un musée, mais de montrer plutôt dans quel type de boîte on a tenté de l'enfermer et de contribuer, autant que faire se peut, à sa revitalisation.
On pourra à cet égard s'inspirer des méthodes de l'ethno-histoire pour qui, au sein des unités sociales qui n'ont pas d'écriture et pour lesquelles les seuls textes historiques disponibles ont été consignés par des observateurs étrangers, peut s'incarner une sorte d'histoire à rebours, telle qu'à partir de ce qui, du passé, demeure vivace dans le présent, c'est-à-dire ses redondances et sa part d'invention. Il s'agirait donc, par un cheminement régressif, une sorte d'ingénierie inversée, de confronter la tradition orale aux écrits, et notre rôle à nous, chercheurs allochtones, consisterait à dégager de nos archives toutes les manifestations de la parole autochtone, depuis les premiers contacts, en admettant d'emblée qu'elle a pu être mécomprise, déformée, voire détournée, pour confronter ces témoignages à la mémoire collective de la tradition orale des premiers peuples, à qui il revient de bon droit, en dernière analyse, de départager le vrai du faux en toute chose qui les concerne. Quel savoir peut-on espérer reconstituer ainsi? Des pratiques oratoires générales, sans doute, quelques traits anecdotiques, peut-être, mais l'archéologie nous enseigne qu'il ne faut pas sous-estimer les informations que l'on peut déduire du plus modeste des artefacts retrouvés au hasard d'une promenade. Nous employons la métaphore archéologique à dessein, car c'est à une véritable archéologie de la parole autochtone que l'on se propose d'abord de consacrer nos efforts à travers ce colloque que nous ouvrons aujourd'hui, dans l'espoir de la débarrasser des scories qui l'encombrent et pour restituer tout ce qu'on pourra trouver aux peuples autochtones afin qu'ils en disposent à leur guise. Cette initiative n'est que la première étape d'une programmation articulée autour de 4 axes et au terme de laquelle nous espérons passer le relais à nos partenaires autochtones, impliqués dans la réflexion depuis le début. Notre situation peut sembler paradoxale, nous, universitaires allochtones, qui appelons à une auto-histoire de la parole autochtone. Cependant, il s'agit tout juste de relancer le projet inauguré naguère par Georges Emery Sioui, bien placé pour comprendre l'urgence d'agir, puisque lui-même issu de la nation Huron-Wendat, dont la langue maternelle est aujourd'hui disparue. L'autodétermination est la condition sine qua non de cette histoire. Elle sera prise en charge par les Autochtones ou elle ne se fera pas. Il n'est pas question d'agir malgré eux. Je vous parle un peu de la genèse du projet et je passe momentanément du nous au je pour vous parler des membres de l'équipe. Après avoir participé de 2005 à 2013 à titre de co-chercheur aux activités du Centre interuniversitaire d'études sur la République des lettres, le défunt CIERL, sur un projet d'archéologie de la modernité. Alors, je souligne archéologie ici, vous voyez d'où m'est venue l'idée. Archéologie de la modernité, réseau savoir et figure de la République des lettres, à travers lequel j'ai développé un intérêt marqué pour l'histoire des idées, la rhétorique et l'archivistique. Et pour avoir été associé de 2008 à 2011 au groupe Henri III et l'idéal de la toute-puissance de la parole éloquente, dirigé par Claude Lacharité, ici présent avec nous aujourd'hui, dont l'enjeu principal était d'expliciter comme par ingénierie inversée la conception qu'avait Henri III de l'art oratoire à travers l'étude de ses discours, voire de ses paroles rapportées. J'en suis venu à m'interroger sur la possibilité d'appliquer une pareille méthodologie à d'autres corpus. Invité par Guy Poirier, qui sera avec nous demain, membre de l'équipe Henri III, lui aussi, à me joindre à un projet sur les textes missionnaires dans l'espace francophone, lieu de rencontre et d'échange culturel de 2011 à 2014, où je me suis rabattu sur mon domaine d'expertise, en l'occurrence la rhétorique, avec 2 communications consacrées à des enjeux méthodologiques. D'abord, pour une archéologie de l'éloquence amérindienne, présentée au colloque du FREMIR, French Research Mission Group, Research Group plutôt, à la Bibliothèque de la Compagnie du Jésus du Collège Jean Brébeuf le 28 septembre 2012, et préservation et revitalisation de la culture amérindienne par la numérisation, présentée au colloque du FREMIR aussi à l'Université de Waterloo le 2 octobre 2013. Plusieurs des gens qui étaient à ce colloque sont aussi parmi nous aujourd'hui et je les en remercie. C'est dans ce contexte que je suis allé rencontrer pour la première fois Marco Bacon, directeur du Centre des Premières Nations d'Humanité de l'UQAC, pour lui expliquer bien candidement et avec enthousiasme que je travaillais sur les témoignages des missionnaires jésuites à propos de l'éloquence amérindienne. Si mon souvenir est bon, Marco s'est un peu gratté la tête et n'a pas manqué de me rappeler que les héros des uns sont parfois les bourreaux des autres et de m'avertir qu'il était un peu maladroit de se présenter en milieu autochtone comme spécialiste des missions et comme chercheur universitaire. Ces derniers étant perçus, non sans raison, comme les nouveaux missionnaires.
Et Marco avait bien raison de me mettre en garde. Comme le souligne Isabelle Setamant dans un article intitulé Discours critique pour l'étude de la littérature autochtone dans l'espace francophone du Québec, les questions d'éthique que pose tout acte de recherche apparaissent avec une évidence particulière lorsque la relation entre chercheur et objet de recherche se développe dans un contexte marqué par les rapports de pouvoir inégaux. Sans compter que les interprétations des cultures autochtones se sont souvent élaborées à l'écart des principaux intéressés. Or, dans le contexte post-colonial, ces enjeux éthiques demeurent plus sensibles que jamais et sont propres à décourager les chercheurs les mieux intentionnés. Et pourtant, il me semblait qu'il y avait moyen de faire œuvre utile et de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones en dégageant tout ce qu'on pouvait trouver dans la littérature de contact, en fait de paroles rapportées, manifestations de l'éloquence amérindienne. Mais il fallait trouver le bon angle pour aborder ces questions sensibles. Et il y a eu ce concours à l'hiver 2016 en vue de la création d'une chaire institutionnelle de recherche attachée à l'UQAC, alors que s'achevait justement la construction du magnifique pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto. Il m'est apparu pertinent d'ouvrir un chantier de recherche qui reprendrait les travaux laissés en plan quelques années plus tôt, mais en prenant bien soin, cette fois-ci, de surmonter les problèmes éthiques en inscrivant d'emblée la réflexion dans le cadre des études autochtones, c'est-à-dire une démarche effectuée avec, par et pour les Autochtones, plutôt que des recherches sur et au sujet des Autochtones. Une telle initiative implique de prendre en compte et de reconnaître la valeur des connaissances traditionnelles, pour ne pas tomber dans ce travers qu'identifiait Peter Cole en parlant des White Indian experts. Let them write what they want, they're not talking about us anyway, only about themselves. C'est avec cette idée à l'esprit, cette citation aussi à l'esprit, que nous avons conçu Paul Kazak, qui a fait un travail extraordinaire de coordination pour l'organisation de ce colloque, il est là, et je l'en remercie. Sandrine, elle aussi extraordinaire, lumineuse, ma collègue linguiste. Sandrine, Paul et moi, nous avons conçu donc le projet de chaire de recherche sur la parole autochtone, lequel a été retenu au terme du concours et accrédité officiellement par le conseil d'administration de l'UQAC le 21 septembre 2016. Partant du principe qu'un pont se construit des deux côtés à la fois, et sensible à la multiplication des initiatives en ce sens du côté autochtone, nous avons entrepris d'ajuster nos objectifs de manière à ce que la rencontre soit possible quelque part entre les deux rives. La première porte à laquelle nous avons frappé est celle de Marco Bacon, dont nous avons reçu les commentaires, suggestions et surtout les mises en garde bienveillantes quant au terrain miné sur lequel nous nous proposons d'évoluer. C'est à son invitation pressante que nous sommes allés rencontrer Elisabeth Kane, professeure à l'UQAC et directrice de la Boîte Rouge Vif, un organisme culturel autochtone à but non lucratif, dont la mission est de valoriser les cultures autochtones en contribuant à leur transmission, leur diffusion et leur affirmation identitaire. Il s'agit, avec le Centre Nikanité, de nos premiers partenaires et nous sommes fiers de leur participation à ce colloque, en la personne de Karl Maurras, notamment, cinéaste à la Boîte Rouge Vif, et Olivier Bergeron-Martel, voilà, qui est chargé de projet et se spécialise dans les approches collaboratives avec les communautés des Premières Nations. Vous aurez l'occasion de les entendre et de constater à travers le visionnement du film Indian Time de Karl Maurras comment nos perspectives s'entrecroisent et se complètent à travers un parcours diachronique qui va des premiers contacts à aujourd'hui. Marco Bacon nous a également mis en contact avec un autre partenaire important pour nous, l'organisme autochtone sans but lucratif Mikana, dirigé par Widia Larivière et Mélanie Lumsden. Alors, j'ai oublié quelques diapositives. Là. Il y a Elisabeth Kane de la Boîte Rouge Vif, un aperçu de leur joli site web et des ouvrages qui ont été publiés récemment et qui vous seront présentés un peu plus tard. Et vous avez Mikana, donc, dirigé par Widia Larivière et Mélanie Lumsden, que vous aurez l'occasion d'entendre dans les prochains jours, et que nous avons rencontré dès l'automne 2016 en vue d'établir des liens de collaboration. Mikana a pour mission d'éduquer et de sensibiliser divers publics à l'histoire des premiers peuples du Canada et vise à créer des ponts, justement, entre allochtones et autochtones. Mélanie et Widia présenteront un atelier demain et elles prendront part à une table ronde sur la décolonisation de la recherche autochtone, vendredi, en vue d'une démarche conjointe de développement de partenariat. Vous entendrez aussi Marie-André Guil, qui travaille avec nous à la chaire de recherche sur la parole autochtone, en plus d'être étudiante à la maîtrise en lettres, et elle-même
écrivaine extrêmement douée. Alors, vous aurez l'occasion de le constater ce soir. Nous sommes très fiers de pouvoir compter aussi sur la participation de Danissa Régis-Labbé, elle aussi assistante de recherche pour la chaire de recherche sur la parole autochtone et qui a beaucoup contribué à l'organisation de notre colloque. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce beau travail. Enfin, il faut dire quelques mots des autres équipiers qui, comme Jean-Pierre Vidal, sont les esprits tutélaires guidant nos pas. Catherine Brouet, Maxime Goyer, merci d'être ici aujourd'hui, Émilie Urbain, mais aussi Marie-Ève Brouillard et Mathieu Perron, qui participe également à nos travaux. Quant à vous, collègues et amis chercheurs, il se pourrait que vous soyez amenés à vous interroger, si ce n'est pas encore le cas, sur ce qui est attendu de vous dans le cadre de ce colloque et sur ce qui a bien pu motiver l'invitation qui vous a été lancée en janvier dernier. Si vous avez examiné un peu le programme, vous aurez remarqué qu'il comporte une dimension culturelle importante. Ce n'est ni un luxe, ni un caprice, mais un choix délibéré de célébrer les cultures autochtones dans leurs manifestations passées aussi bien que présentes, comme pour opérer une grande séduction et vous inciter à travailler avec nous à leur revalorisation. Nous casserons la croûte cet après-midi et peut-être même ferons-nous tabagie avec le chef cuisinier Manuel Kakwa-Kurtness, en se rappelant ce que partager un repas entre frères ou alliés voulait dire autrefois. Nous aurons l'occasion d'entendre ici même ce soir des figures majeures de la littérature amérindienne dans le cadre de l'événement Expression Influence autochtone, poésie et musique. Au programme, la poétesse Marie-André Gill, la romancière Marie-Christine Bernard, le romancier et conteur Michel Noël, le poète Charles Sagalan et le chanteur Nimouk Kanapé. Nous irons visiter demain, en compagnie de l'archéologue Éric Langevin, le poste de traite de Chicoutimi, lieu de rencontre et d'échanges culturels, emblématique de notre entreprise d'archéologie de la parole. Et nous assisterons ensuite à une projection commentée par Guy Sioui-Durand du film Indian Time de Karl Maurras, qu'on est très très fiers de vous présenter à cette occasion. La chaire a une mission scientifique, certes, mais elle a aussi des objectifs de promotion et de transmission culturelle. Nous voulons agir comme relais, porte-voix, amplificateur de la parole autochtone, pour qu'on l'entende partout, et même jusqu'au Parlement du Canada, en Mohawk, en Innu, en Cri, Atikamekw, Mi'kmaq, Naskapi, Inuktitut, en anglais ou en français, peu importe, en autant que l'on cesse de lui faire la sourde oreille. Aussi, avant même de vous avoir entendu et d'avoir pu prendre la juste mesure de la qualité de vos travaux, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que votre seule venue à Chicoutimi contribue à la crédibilité de notre projet. Votre présence aujourd'hui au pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto, en plein cœur du territoire Innu, vous qui venez d'outre-mer, des États-Unis, des autres provinces canadiennes et même de Rimouski, contribue à ce symbole fort de l'esprit de collaboration et du momentum que nous voulons insuffler à la chaire, comme une main tendue à nos partenaires autochtones en témoignage de respect et pour attester du sérieux de notre démarche. Il se pourrait fort bien qu'au terme de nos échanges, l'aventure ne se poursuive pas plus loin pour certains d'entre vous et que vous ne soyez pas disposés à entreprendre une demande de développement de partenariat avec nous. Et quand cela serait, votre contribution demeurera tout de même substantielle et précieuse, dans la mesure où elle nous permet de tester nos hypothèses, valider nos méthodes et surtout de braquer les projecteurs sur des enjeux socio-historiques importants pour la survie et la revitalisation des cultures autochtones. Pour cela, nous vous disons par avance et de tout cœur, merci, Chinash Kumiti. Merci au Centre Nikanité et à son directeur, Marco Bacon, de guider nos pas et d'excuser nos maladresses. Il y en aura d'autres, mais le cœur est à la bonne place. Merci à la boîte Rouge Vif, à Mikana, au département des Arts et Lettres, à sa directrice Cynthia Harvey pour l'invitation à soumettre notre candidature pour l'obtention d'une chaire institutionnelle, à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais surtout, merci à notre ancien vice-recteur, M. Moustapha Fahmy, d'avoir su défendre et illustrer la pertinence de notre projet, je serais tenté de dire envers et contre tous, devant l'administration. Merci également au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, dont le soutien généreux a rendu cette rencontre possible. Enfin, merci à vous, public attentif, amis curieux, venus entendre résonner ces paroles retrouvées que nous entreprenons à présent d'exhumer. Bon colloque.